Oui, bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas salués. Bon, je ne vais pas me défiler, je vais quand même essayer de répondre un petit peu à la question sur les volumes de Luzerne Cheval, Monsieur le Président. Donc, encore aujourd'hui, au niveau des IAIS, après, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais j'ai quelques idées vu ce qu'on entend sur le terrain. Donc, ça bouge un petit peu ailleurs aussi, chez nos des adhérents Côte de France hors des IALIS. Donc, alors, je n'ai pas les volumes, par contre, on entend parler, donc il y a un mouvement. Chez les IALIS, si on regarde les derniers chiffres ces dernières années sur le produit phare chez nous, qui est l'équilus, des granulés de Luzerne spécialisés cheval, bon, on a une progression. Alors, c'est vrai que ce n'est pas exponentiel, mais on a une progression. Donc, je pense que, mine de rien, on entend aussi parler sur le terrain du cheval, donc je ne sais pas où est Samy, mais d'aliments sans amidon, etc. Donc les gens, s'ils virent le son, les céréales de leurs aliments, il faut bien qu'ils mettent quelque chose à la place. Bon, et à quelque chose à la place, ça peut être de la luzerne. Puis troisième élément, bon là on a encore du travail chez des IALIS. Il y a tout le segment vente en l'état, sur lequel on n'est pas ou très peu présent, qui a fait l'objet d'une tentative au début des années 2000 sous d'autres types d'organisations. On a laissé tomber depuis, mais ce potentiel-là reste à creuser et ça avait été identifié dans le démarrage du programme. Et là, il y a tout un travail qui est en train de se faire. Bon, on a commencé à regarder, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment parti sur le marché. Donc, je dirais tout reste à faire, au moins du côté des IALIS. Après, sur les autres opérateurs, je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter. Aurélie, qui n'est pas très loin des zones de consommation, elle a peut-être des choses à dire, je ne sais pas. Bien, alors maintenant on va passer à des choses, alors, je ne sais pas, marrantes, pas marrantes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a dans la salle des spécialistes ou des gens qui s'y connaissent un petit peu en ACV? Vous levez le bras, non la main, non, personne? Non, parce que sinon j'aurais demandé de sortir, hein, ou d'être très indulgent vis-à-vis de ce que je vais raconter et ce qui va leur casser les oreilles. Hein, bon, moi je ne suis pas spécialiste. Il fallait bien quelqu'un pour porter cette présentation. Donc, vous connaissez la BD, là, hein, on était tous devant l'organisateur qui dit, bon, ben, le volontaire qui va faire la CV, ben, qu'il fasse ça pas en avant. Puis moi, je dormais un petit peu, tout le monde circulait. Donc, oui, ben, vas-y. Donc, j'y vais. Alors, je vais faire cette présentation-là qui reprend différents éléments que j'ai pu grappiller, qu'on a pu grappiller à droite à gauche sur différents organismes qui nous accompagnent sur le sujet, bon, notamment avec les gens de l'INRA. Alors, bon, les choses un petit peu rébarbatives, la liste du cycle de vie. Alors, on parle d'inventaire aussi de cycle de vie. Donc là, tout de suite, premier bémol, je suis incapable de vous expliquer la différence entre analyse de cycle de vie et inventaire de cycle de vie. Donc, s'il y avait quelqu'un dans la salle qui serait capable, OK. Bon, en gros, l'objectif d'un cycle de vie, c'est d'évaluer les conséquences environnementales, au sens très large du terme, d'une activité humaine, d'une production ou d'une fonction. Hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir des indicateurs qui permettent de prendre des décisions sur des choses qui ne sont pas forcément très tangibles aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont basées sur l'économie, donc on a des euros, donc c'est facile à gérer. Par contre, un impact sur le climat, un impact sur la qualité de l'eau, bon, on a quelques indicateurs, mais c'est loin de faire l'unanimité. Et la façon de calculer, de déterminer les impacts des activités humaines sur ces indicateurs ne font pas toujours l'objet d'un consensus, ou ne faisaient pas, jusqu'à ce que ces méthodes ACV aient été mises au point et structurées avec des standards internationaux. Donc maintenant, il y a des normes. Bon, vous avez quelques organismes là qui ont publié, bon, l'ISO en première liste. Donc il y a des choses qui sont structurées et on peut élaborer ces audits, ces analyses en se référant aux standards, et donc ça a valeur. Après, effectivement, ça reste des recommandations et chacun peut adapter quand même. Une marge de liberté. Donc, comment ça se passe? Donc, en fait, pourquoi en alimentation animale, comme toutes les activités humaines, hein, production de voitures, production d'ordinateurs, de smartphones, tout le monde fait son ACV, ça existe aussi en alimentation animale. Donc, globalement, on est quand même, par rapport à la problématique environnementale, tout le monde est la société dans son ensemble, hein, ça soit en Europe, mais même dans le monde, on le voit de plus en plus. Il y a différents organismes qui ont demandé, plutôt gouvernementaux et non gouvernementaux, qui ont demandé de s'en occuper. Donc, effectivement, il faut qu'on y aille, on ne peut pas y échapper.
Un autre aspect au niveau de la production animale, c'est que l'alimentation, ça représente quand même, bon, il y a des gens qui ont travaillé sur le sujet, ça représente, dans certains aspects, le changement climatique, la grosse part de l'alimentation. Hein, c'est plus de moitié de l'impact des productions animales sur le changement climatique, c'est dû à l'alimentation. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur une évaluation de l'alimentation animale. Et enfin, donc tout ça, ça a justifié la mise en place de cette base de données Equalim. Et sachant que Equalim, c'est vraiment une démarche spécifique à l'alimentation animale, dans le même moment, il se mettait en place, ou il s'est mis en place la démarche Agribalise, donc surtout initiée par les instituts techniques, et notamment portée par Arvalis. Donc il y avait des choses qui se mettaient en place pour évaluer le cycle de vie des différentes cultures, donc au niveau du champ. Dans certains cas, ça a été au-delà avec la transformation industrielle, notamment sur les produits à vocation food, mais par contre pas forcément sur ce qui se passait en production animale. Donc en fait la partie Equalim est là pour apporter la brique complémentaire à Agribalise qui fait les analyses de cycle de vie depuis le champ jusqu'à l'assiette, y compris par la transformation, mais quand c'est dans le cas de produits animaux, il manquait un chaînon et Equalim est là pour ça. Donc l'objectif, c'est d'avoir des bases centralisées. Alors ces démarches-là sont des démarches nationales, franco-françaises. Vous imaginez, il y a d'autres démarches aussi au niveau international. Alors là, c'est la concurrence, la guéguerre des instituts. Bon, dans l'environnement dans lequel notre marché on se place, on va bien sûr, je dirais dans un premier temps, favoriser, prioriser ces domaines franco-français. Alors, c'est des gens d'usage sur le terrain. Il y a des choses, des communications, des démarches qui sont en cours. Hein. Alors, ne serait-ce que sur la partie gaz à effet de serre, hein, c'est le truc hyper à la mode, si je puis dire. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Hein, vous voyez, donc Noriap, hein, c'est une coopérative du nord de la France, mais effectivement qui a déjà intégré le critère gaz à effet de serre dans son offre aliments. Donc effectivement, les aliments qui sont trop impactants en termes de gaz à effet de serre, ils vont les sortir de leur gamme ou sortir les matières premières ou réduire ces matières premières qui vont impacter. Bon, des gens comme Altec qui proposent aussi pour les gens qui veulent faire des démarches un outil qui est prêt à tourner. Hein, donc c'est à disposition. Vous avez l'étable INRA qui donne la valeur nutritionnelle de tous les aliments. Mais à la fin de chaque table nutritionnelle, il y a une petite rubrique qui concerne l'impact environnemental. Donc les données aujourd'hui sont accessibles. Là, vous avez une autre firme service qui a commencé à communiquer là, sur les impacts, alors avec leur méthode à eux, bien sûr, hein, parce que il faut que chacun vende sa sauce, si je puis dire, et on voit nos produits. Bon, par exemple, il y a le blé, la luzerne est là, c'est gros carré rouge, vous voyez. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en rouge, c'est sûrement un hasard. Alors, comment s'est construit une ACV? Donc, en fait, le but du jeu, c'est de prendre tous les intrants qui vont rentrer dans une culture. Alors, je parle de la partie culture, hein, pour une production végétale, qui va ensuite passer en nutrition animale. Et puis, ensuite, on regarde les impacts. Donc, on va prendre effectivement les pesticides, le lessivage des engrais, notamment l'azote qui est bien placé, le ruissellement, érosion, éléments fertilisants qui sont non consommés, qui sont entraînés vers les cours d'eau, vers la mer, les aspects émissions gazeuses, alors, sous différentes formes, hein, le méthane, le gaz carbonique, aspect réchauffement, tout comme la partie ammoniac et NOx. Donc les NOx qui peuvent venir soit des engrais ou soit dans le cadre du CO2, de l'activité agricole en elle-même, les opérations de consommation d'énergie par les machines agricoles. Il y a aussi une petite partie aussi métaux lourds qui reste assez mineure dans le cas de l'agriculture. On peut retrouver dans certains produits. Et puis, combustion, combustion, vous connaissez. Bon, par contre, il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Hein. Donc, c'est le carbone séquestré, hein, l'effet de capture du carbone, la problématique actuelle. C'est vrai que vous savez tous qu'on a des ambitions dans ce domaine-là. Les cultures fixatrices de carbone, grosses consommatrices de carbone. On aimerait bien que la luzerne puisse en bénéficier. Les prairies en bénéficient en France. Donc, on aimerait bien faire rentrer la luzerne là-dedans. Bon, les émissions de particules par les cultures en elles-mêmes, je l'avoue, je ne vois pas trop à quoi ça peut correspondre, mais bon, c'est cité sur le slide. J'ai piqué la slide. Et puis la respiration, effectivement, la consommation de carbone, la fixation du carbone, du CO2 par les plantes pour récolter le grain de blé qu'on va ensuite mettre en nutrition ou la luzerne, effectivement, ça, c'est pas pris en compte.
Donc aujourd'hui, Ecoalim, voilà les impacts qui sont pris en compte, parce que des impacts environnementaux, on peut trouver toute une liste, hein. Il y en a pas mal. Bon, là, dans le cadre de l'organisation, les gens sont limités à la consommation d'énergie totale, ce qui est lié à la consommation d'énergie, mais pas que, c'est le changement climatique aussi, donc à travers l'émission de gaz à effet de serre. L'acidification, donc, c'est l'émission de particules, de composés divers, style, par exemple, dans le cas de la combustion, le charbon, on émet du soufre, des composés soufrés, donc là, ça va conduire à une acidification de l'air. L'occupation de surface, une culture, puisqu'on va ramener bien souvent à l'unité de production, donc une quantité de surface qui va être occupée. L'eutrophisation, effectivement, c'est l'accumulation de phosphore, de nitrate dans les cours d'eau, par exemple, donc ils vont conduire aux problèmes qu'on connaît. Et puis, un indicateur un peu particulier qui n'est pas habituel en ACV, mais qui a été rajouté là, parce qu'en agriculture, c'est quand même un défi, c'est la consommation de phosphore. On sait très bien que les sources de phosphore sont limitées. Donc, effectivement, l'idée, c'est de dire, faisons attention à l'usage de la ressource de phosphore. Bon, c'est valable au niveau français, mais pas que. Donc, au niveau de la construction de cette base, c'est quand même pas tout nouveau, hein. Les premiers travaux ont commencé en 2013-2016. Vous voyez ici tout le cortège d'instituts qui ont pu collaborer ou d'opérateurs privés. Donc, d'ailleurs, certains n'existent plus, hein. Quand on pense à INZO, ça disparaît de la circulation. Pourtant, INZO, c'était INZO, ou c'est toujours INZO pour une partie, mais nutrition animale, maintenant, ça ne s'appelle plus du tout comme ça. Donc, il y a eu du boulot qui a été fait. Donc, vous voyez ici la première liste qui a été éditée. Donc, avec différents types de produits, on retrouve à peu près tout. La seule remarque qu'on pourrait faire, c'est que des produits un peu particuliers comme les vitamines, il n'y a pas beaucoup de données, parce que sûrement pas forcément facile à accéder. C'est vrai que pour avoir accès, faire ces analyses de cycle de vie, on doit avoir accès à toute l'information de production. Bon, j'ai pas assisté, mais on peut imaginer que dans certains cas, les industriels n'étaient pas forcément intéressés de partager leur savoir-faire. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des choses à cacher ou pas cacher, j'en sais rien. Mais toujours est-il que pour les vitamines, il n'y a qu'une donnée. Alors que les vitamines en nutrition animale, il y en a au moins 3 qui sont utilisées. De façon quasi obligatoire. La A, la D et la E, plus tout le cortège des B. Et puis les fourrages aussi, c'est ça aussi qui est un peu surprenant. Dans le cas d'Ecoalim, mais bon, après, Agribalise peut faire le job, compléter le job. En fait, on a 2 données. Bon, il y en a un petit peu plus, on le verra tout à l'heure. Non, j'ai pas montré, mais il y en a un petit peu plus. Mais comparé, par exemple, aux tables INRA, livre rouge, où on a des fourrages, on en aura autant qu'on en veut. Là, c'est vraiment très réduit. Mais bon, on peut commencer à travailler soit sur des aliments, parce qu'au départ, l'objectif, c'est de travailler sur des aliments, voire des rations. Alors, comme j'aime bien les chiffres, je vous en ai présenté quelques-uns. Alors, on va peut-être prendre un petit peu de temps pour les regarder un peu plus près. Donc, j'ai fait une sélection de quelques matières premières, plus ou moins représentatives à la fois de l'alimentation animale et à la fois de notre activité, avec les différents critères, dont on parlait tout à l'heure. La consommation de phosphore, bon, elle se retrouve en tête ici, bon, même si ce n'est pas un critère environnemental, bon, elle est ici. La consommation d'énergie, alors on parle d'énergie non renouvelable. Donc, quelque part, c'est du fossile. Alors là, le nucléaire est pris comme un non renouvelable fossile. Bon, ce n'est pas forcément l'avis de l'Europe aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Le changement climatique, donc, qui intègre la consommation de CO2, mais aussi la production de CO2, mais aussi tous les autres gaz à effet de serre, style méthane, mais avec une conversion équivalent CO2. L'acidification, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'émission de l'équivalent ion H+, dans l'atmosphère, qui va contribuer à l'acidification. L'eutrophisation, donc... Le résidu, alors ce qui a été pris, c'est le phosphore, donc c'est l'eutrophisation des eaux douces. Et puis l'occupation du sol, donc là, c'est en mètres carrés. Donc on a par exemple la première ligne, la lysine, donc c'est un acide aminé. Donc vous voyez un petit peu les chiffres. Alors c'est sûr que par rapport à l'ensemble des autres données, on a quand même des choses qui cognent assez fort. Bon, la production de lysine, c'est pas anodin, c'est quand même de l'industrie lourde avec beaucoup de ressources mobilisées. Et en termes de ressources, c'est quand même quelque chose d'assez coûteux. Après, on a les autres produits, la luzerne des îles, donc vous voyez un petit peu. Alors, j'ai mis en rouge les chiffres les plus qui interpellent. Hein. Bon, et sans grande surprise, vous voyez que la luzerne des îles, elle a un gros chiffre rouge sur la consommation d'énergie. C'est pas trop surprenant. De toute façon, on le retrouve aussi au drèche de blé. Hein. Drèche de blé, c'est des déshydratés. Par contre, on a un autre DESI qui est assez célèbre chez nous, c'est la pulpe betterave. On s'aperçoit que la pulpe betterave est quand même pas
pas si mal loti. Une petite explication rapide, c'est qu'en fait, dans ce système, je n'en ai pas parlé, mais il y a un facteur d'allocation, et qu'en fonction de l'importance économique du produit et de son coproduit, la pulpe betterave ayant un produit, le sucre, donc le sucre retire une partie des coûts environnementaux, même s'ils sont faits pour la déshydratation de la pulpe, qui devraient être attribués à la pulpe. La drèche de blé, apparemment, ne bénéficie pas du tout de ce principe-là. Bon, il y a peut-être d'autres choses qui seront plus compliquées à faire de la drèche de blé. Enfin, là, je me retourne vers les Hervé. Seront plus compliquées à faire de la drèche de blé que de faire de la pulpe de betterave en termes de process industriel. Donc, voilà. Après, en termes d'autres impacts, quand on regarde par exemple l'acidification, donc on s'aperçoit que le blé n'est pas très bien positionné ici. Bon, la luzerne n'est pas loin derrière, mais le blé c'est vraiment le truc rouge. Bon, ben ça c'est probablement, je ne suis pas rentré dans le détail, mais le blé est quand même un gros consommateur d'engrais azotés. Et vous savez que pour faire de l'engrais azoté, ben, il faut de l'azote. On l'a rappelé ce matin. Et l'azote, ben, ça se fait pas comme ça. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc voilà. Sinon, sur les autres choses, la partie changement climatique, effectivement, on n'est pas le pire. Le gros méchant, on le connaît, c'est le soja brésilien déforesté. Mais bon, à force de déforester, il y aura bientôt plus de soja brésilien déforesté. Donc, ça sera moins pire, parce que tout sera rasé. Bon, peut-être que ça n'arrivera pas, mais aujourd'hui, si on travaille sur du tourteau de soja non déforesté, on a un impact qui est beaucoup moindre. Et si on travaille sur du soja local, qui est encore beaucoup moins. Ce qui justifie des démarches en Europe, en France, sur la production de soja dit pays, avec des impacts beaucoup moindres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre après? Sur le sol, pas grand commentaire, parce qu'en gros, en dehors des coproduits, pour faire une unité d'un produit, il faut 1 mètre carré de sol. Donc, après, il y a des différences de productivité qui peuvent moduler ces chiffres-là. Alors, je vous avais mis aussi, pour info, vous avez quelques fourrages, donc la luzerne au champ ou l'ensilage de maïs. Donc pour que ça soit plus comparable, j'ai tout ramené à un équivalent 90% de matière sèche, qui est le taux de matière sèche d'une matière première brute, à peu près. C'est vrai que le blé, on n'est pas à 90, on est plutôt à 85, mais vous m'excuserez. Parce qu'en fait, dans la base de données, les données, là, Ecoalim, c'est sur kilo brut. Donc voilà, donc comme ça, on peut voir effectivement, quand on regarde la luzerne au champ, ramené à 90% de matière sèche, mais effectivement, on voit tout de suite que l'impact de l'adhésie, il est quand même assez costaud. Voilà. La pulpe de betterave aussi, sur pression, on peut s'amuser à faire l'exercice. On a le même style de choses. Après, sur des concurrences qu'on peut avoir sur nos produits en termes de sources de protéines, le tourteau de colza en première ligne, bon, ça, on s'aperçoit que le tourteau de colza, on a un truc qui est quand même pas trop mal en termes de profil comparé à notre source de luzerne. Donc pour argumenter, pour défendre notre position en termes d'impact environnementaux, c'est pas gagné. D'ailleurs, sur le graphique suivant, on voit effectivement, quand on regarde notre filière, donc là j'ai vraiment simplifié entre la culture au champ, le transport du champ à l'usine et la déshydratation, vous voyez la part relative de chacune des opérations entre la culture qui est très impactante au niveau de la consommation de phosphore. Ben oui, dans les usines, on ne consomme pratiquement pas de phosphore. Bon, après, c'est des consommations qui proviennent de la gestion des machines, des extractions et des impacts secondaires. Mais c'est vraiment la culture, c'est la consommation de phosphore et bien sûr l'occupation du sol, parce que c'est la culture elle-même. Après, tous les autres impacts, vous voyez que la part DESI est quand même assez importante. Bien sûr, c'est l'énergie qui est responsable, liée au changement climatique et puis avec des effets indirects. Alors, ça, c'est la photo telle que je vous l'ai montrée, telle qu'elle existe dans la version 2017, telle qu'elle est sortie. Donc, quand on a vu ça, alors ça fait un petit bout de temps qu'on travaille sur le sujet avec la coopération école, qu'on a vu ça, on s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on monte au créneau parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé on a travaillé dans un premier temps, parce qu'au tout début, on avait commencé à travailler avec l'INRA lorsqu'ils ont mis en place la démarche en 2013. Donc, en 2014, on leur a transmis les informations en toute transparence, puisqu'ils étaient venus nous solliciter. Donc, à l'époque, on leur a passé ce qu'on avait disponible les années complètes 2010-2012 en termes de consommation énergétique. On a vu ce matin que ça a quand même pas mal évolué, mais à l'époque, on ne savait pas encore comment ça allait évoluer. Donc, on leur a donné ce qu'on avait en main. On a parlé aussi, on a échangé sur les pratiques des professions, parce qu'à cette époque-là, on avait commencé à enclencher le préfanage, donc les valeurs étaient quand même moins élevées. Donc là, ce qu'on a vu en 2017, ça inclut déjà le préfanage.
Donc avant le préfanage, la version DESI des années 2000, j'ose pas imaginer ce que ça devait être. Hein. Donc préfanage, effectivement, on en a parlé, donc on a vu ce matin l'évolution des chiffres. Et puis le mix énergétique, donc en fait, à l'époque, le mix énergétique qu'on avait passé, c'était celui-là, avec du lignite, du charbon, du gaz, du bois, un peu d'eau de biomasse, et puis l'électricité, il faut bien faire tourner les machines dans les usines. Donc la photo 2010-2012, donc pour réactualiser en 2021, on leur a passé les données 2018-2019 telles qu'elles sont aujourd'hui disponibles au niveau de la profession. Alors un petit calcul rapide, bon j'ai fait ça rapide, les totaux, donc on voit effectivement, on retrouve qu'entre 2012, 10 et 2018, on a baissé la consommation d'énergie par tonne de matière sèche, donc ça on le sait bien, notamment dû à l'aspect préfanage. La part du fossile a quand même fortement diminué, puisqu'on est aux alentours de 54% au global. Donc globalement, quand on fait l'ensemble, on a une diminution de la consommation d'énergie fossile de 51%. Alors, ce n'est pas directement comparable avec les chiffres qu'on a montrés ce matin, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes périmètres, mais bon, on est dans l'ordre de grandeur. Alors, on s'est aperçu, en travaillant avec les gens de l'INRA, qu'il y avait quand même quelques petits bugs dans leur bel outil, hein, version 2017. Donc, j'avoue que là, je regarde de Damien, je ne sais pas où il est, lorsqu'on a vu les chiffres qu'on nous a extraits, parce que avant, tout le travail était fait en boîte noire. On venait nous voir en disant « donnez-nous les données, puis on va les mettre dans notre boîte noire ». Et puis après, la boîte noire, elle travaillait, puis il sortait les chiffres. Et puis là, récemment, on nous a dit « ben oui, on veut bien remettre, puis on va travailler avec vous, partager. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte noire ». Il y a 2-3 trucs qui nous ont un peu surpris. Donc déjà, la fertilisation potassique, dans leur boîte noire, hein, pour cultiver une luzerne, avec 350 kg de potasse pour 3 ans, pour tout le cycle, ça suffisait. Alors, je vous laisse apprécier le niveau. Hein. Donc, bien sûr, ça a été recalé. Alors, bien sûr, à la hausse. Hein. Aujourd'hui, on est plutôt à 800 kilos. C'est la réalité. On souhaitait que ce soit la réalité si on veut produire suffisamment. Mais bon, en fait, ça va surtout jouer sur la partie culture. Et on a vu tout à l'heure, dans le graphique avec les couleurs, que la partie culture est très peu impactante sur la partie environnement, changement, consommation d'énergie, changement climatique. Donc, finalement, ce n'est pas très important. Mais quand même. Un autre truc qui est assez marrant aussi, c'est les résidus de culture. Alors ça peut avoir un impact, parce que les résidus de culture, plus c'est riche en azote, plus ça émet des NOx au moment de son débobinage dans le sol. Et donc, ils avaient pris un truc assez généreux. Ils nous disaient, dans le système, la boîte noire, au bout de 3 ans, la culture restitue 700 kg d'azote. Alors, 700 kg d'azote, si on convertit ça en protéines, ça fait 4,5 tonnes de protéines. Alors, Marie, par rapport à tes 2,5 tonnes de protéines tous les ans, je pense qu'il vaudrait mieux déterrer les racines de luzerne plutôt que les retourner. Hein. Après, on peut s'amuser aussi avec un petit calcul en fonction de la teneur en azote, ce que j'ai eu l'occasion de mesurer, donc c'est mon chiffre, donc j'y crois. Ça fait un tonnage de masse racinaire de 40 tonnes. Donc là, je regarde les betteraviers, les gars. Matière sèche. Ah, donc en matière humide, ça fait des centaines de tonnes. Donc il y avait quand même un petit bug dans leur truc. Hein. Donc bien sûr, ça a été corrigé. Donc là, on va impacter le changement climatique. Alors, on va moins d'azote, moins de dégagement NOx. Mais bon, là aussi, on est sur la partie culture. Donc par rapport à la grande barre qu'on a, ça va être assez limité. Et puis sur le temps de présence, donc là, c'est l'ajustement de l'agronomie de base. On dit on a 1 année de plantation et 3 années de production. Bon, mais ce n'est pas toujours vrai. Ben, c'est sûr qu'on ne sème pas une luzerne au mois de janvier et qu'on ne la retourne pas au mois de décembre. Hein. Ni qu'on la sème au mois de juillet, on ne va pas la retourner au mois de juin. Hein, en général, les cycles sont un peu plus courts. Et en fait, en réalité, on a 3 années et quart, 3,25 années, hein, puisqu'on implante en juillet et on va retourner en octobre sur les 3 années d'après. Donc, effectivement, on va avoir, annuellement parlant, quelque chose d'un peu plus intense. Donc, une légère hausse des impacts, mais là aussi, c'est de l'agriculture. Bon, et puis, il y avait aussi cette histoire entre les différents déshydratés. C'est vrai que moi, ça me choque quand on envoie de l'énergie pour déshydrater la pulpe betterave, qui est au moins aussi importante qu'en luzerne, et puis qu'on a un changement climatique, enfin, un indice qui est quand même beaucoup plus faible. Mais bon, après, ça, c'est des règles d'allocation. Donc, en fait, pour
réaliser tout ça, on s'est appuyé pour cette mise à jour donc sur le travail qui a été fait par Pascal Thiebaud à l'INRAE de Reims. Maintenant, c'est plus l'INRA, c'est l'INRAE. Donc, avec la publique qui vous a été présentée, maintenant, ça va faire un an, une bonne année. Hein, c'était fin 2020, début 2021. Et puis, bien sûr, les grands Manitou de cet outil-là, c'est les gens de l'INRAE de Rennes, avec quelqu'un qui s'appelle Julio Berger. Donc, en fait, il y a un remoulinage de la boîte noire avec quelques ajustements. Donc, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les limites techniques, ça a été pris en compte. Au passage, on a voulu jouer transparent. Donc, avec le jeu de données qui avait été pris dans cette étude-là, on fait chuter le rendement en tonnes de matière sèche. On est beaucoup plus bas. On est passé de 12 tonnes 9 à 10 tonnes 7. Mais bon, c'est vrai que c'est l'arrêté de ces dernières années, notamment avec les années 2019-2020. Donc, quelque part, on va concentrer les impacts. Donc, on va avoir une hausse. Mais là aussi, comme je disais, c'est au niveau de la culture, donc ça va être assez limité. Et puis, on a aussi, oui, il y a eu une modification de la boîte noire. Donc, ça, c'est du systématique pour toutes les cultures, notamment sur la partie émission de NOx de par le sol. Donc, ça, c'est valable pour toutes les cultures, pour la luzerne, mais comme les autres. Alors, ils n'avaient pas le problème qu'on avait avec nos 40 tonnes, enfin, nos plus de 40 tonnes de matière sèche de racines. Mais bon, c'était la petite mécanique qui convertissait l'azote qui était dans le sol en azote potentiellement émis. Donc, là aussi, une petite baisse du changement climatique. Donc, quand on regarde, voilà, c'est là, quand on regarde les chiffres, donc, je vous ai remis ici donc, les données telles qu'elles étaient dans la base historique. Que je raconte pas. Non, excusez-moi, ça c'est l'étude, le résultat de l'étude. Ouais, j'aurais dû faire ça en 2 temps. Les résultats de l'étude. Alors, la ligne 2017 historique qui nous avait été remise, et puis les impacts, ici. Donc, effectivement, on améliore quand même la copie. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui restent un petit peu surprenantes. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait baissé de plus de 50% dans les 2 situations la consommation énergétique non renouvelable. Bon, là, sur la partie baisse conso énergie, on n'est plus qu'à 30%. Bon, c'est un peu bizarre. Sachant que, oui, la conso énergie, je l'ai mis là, c'est que c'est 51 sur la partie DESI, usine, bon, sachant que ça représente plus de 92% de la partie conso énergétique de l'ensemble, culture plus usine. Et puis, changement climatique, là aussi, bon, on a quelque chose d'un peu plus marqué, hein, moins 45%. Bon, là aussi, on se rapproche quand même, hein, 45-47, on n'est pas trop mal. Par contre, ce qui me gêne un petit peu plus, c'est le tableau du dessous, où là, le tableau du dessous, ben, quand on reprend la base de données qui est publiée, hein, qui est disponible, hein, tout à chacun, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben, les chiffres ne correspondent plus. C'est-à-dire qu'on nous annonce qu'en fait, alors, là, c'est sur matière brute. Là, c'était sur matière sèche. Et donc, j'ai tout ramené en matière brute. Donc, le chiffre qui est ici, 9,1, quand on le convertit en matière brute, on arrive ici, et on s'aperçoit que les 2 chiffres sont différents. Donc, on se demande, c'est quoi le bon chiffre? C'est le chiffre qui est basé, qui est publié officiellement, ou c'est le chiffre qu'ils ont pris pour l'étude de réévaluation? Bon, après, on peut se poser des questions sur ce chiffre-là. De quoi on parle, hein? La même chose sur la classification, en une modification. Par contre, changement climatique, on est bon. Après, il y a d'autres choses bizarres. C'est qu'ils ont, au niveau des chiffres, c'est moins cohérent entre ce qu'on nous annonce en impact eutrophisation apprécié par le phosphate. On n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Même chose sur l'occupation du sol. Bon, je dirais c'est secondaire. Mais bon, ça montre aussi que le travail, il y a encore des choses à revoir, quoi. Donc ça reste quand même un petit peu gênant pour moi. Avant de donner le quitus à cette étude-là pour que ça soit injecté, puisque le but du jeu, c'est de remplacer, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le fait quelles sont les bonnes données. Donc sur les valeurs et aussi sur les unités. Bon, après, les unités, je pense qu'il y a un système de réglage. Après, il y a un autre truc aussi qui est un petit peu gênant, c'est que quand on lit le descriptif, on parle de luzerne à 14% de protéines. Alors, je sais que c'est dur de produire les protéines, mais là, 14%, ils sont quand même forts, hein. L'image qu'on a aujourd'hui à l'INRA, c'est de sortir la luzerne à 14%. Alors, c'est vrai que c'est sur brut, hein. Je vous rappelle, ça fait que 16 sur sec. Alors, on n'est pas les plus mal lotis, enfin, on n'est pas les seuls, parce que là, j'ai regardé Hervé de nouveau. Les drèches, pour info, elles sont à 23% de protéines. Bon, là aussi, ils n'ont pas été généreux pour les drèches et pour le fait qu'on puisse participer à la problématique protéines dont parlait Marie ce matin.
Donc, effectivement, avant qu'on puisse donner notre feu vert, je ne sais pas quel point on aura pour dire on vous laisse communiquer, enfin, rentrer ces données-là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux laisser rentrer ces données-là, même si on a un doute, ou faire durer le plaisir pour avoir ce qu'on veut vraiment? Ben, je ne sais pas. Alors, ça, c'est pour le demain, hein, V8. Par contre, c'est la suite. On a vu que nos mix énergétiques évoluent fortement, on l'a vu ce matin, avec des choses qui s'annoncent 2020-2022, en biomasse notamment assez importantes. Donc, déjà, on pense avec Yann à faire la version 9, hein, en espérant que ça soit beaucoup plus fluide dans nos relations avec les gens d'INRA. Et puis après, effectivement, on a parlé de la France, mais après, il y a le reste du monde. Alors, c'est sûr que peut-être que tous les pays ne sont pas au même niveau, mais au niveau européen, ne serait-ce que ça, on a nos amis hollandais, Benelux, on en parlait ce matin avec les HAP, ben, ils ont aussi leur système, hein, ils ont lancé leur base de données, donc à voir comment on se situe là-dedans, et puis peut-être on va être obligé de refaire le même type de boulot pour justifier, convaincre. Alors, peut-être qu'on aura une bonne surprise, mais bon, il faut qu'on soit vigilant et qu'on fasse le travail. J'espère avoir respecté le ton. Nickel. Oh bon. Nickel. Merci. Avez-vous des questions, forcément? Et Yann? Merci Philippe. Merci Didier pour quelqu'un qui débute en ACV, c'était plutôt bien. Donc je me permets une petite question, j'en profite d'ailleurs pour remercier Didier qui est beaucoup il n'est pas le seul, mais dans la qualité scientifique des travaux de nos comités, c'est Nacera, puisqu'il a la tribune, j'en profite. Une question entre les incertitudes qu'on a pu avoir dans les résultats que tu as présentés et les manières de ventiler. Selon toi, avec le recul que tu as sur les données, quelles sont les principales pistes de progrès qu'on peut avoir pour la suite? Est-ce qu'il y en aurait à prioriser? Oh ben, il est clair quoi, que vu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, l'énergie, ça reste le numéro un. De façon économique, c'est évident. Là, on le voit aussi. Bon, le basculement au biomasse, c'est inéluctable. Bon, après, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose de propre. Bon, je suis assez confiant, même si on s'est gratté un petit peu la tête il y a un an. Maintenant, on commence à voir, je ne vais pas dire le bout du tunnel, mais au moins des pistes pour sortir vers la lumière. Puis après, restera ce qu'on évoquait ce matin sur l'APRO, comment on pourra faire durer tout ça. Bon, ben après, ça sera le marché, hein, comme c'était pour le charbon, pour le pétrole par le passé. Bon, ben, le match sera ouvert et puis à nous d'être performants. Donc c'est vrai que ça reste quand même l'énergie, quoi. Bon, même tout à l'heure, j'ai évoqué la piste fixation du carbone. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la fixation du carbone, mais quand on voit les quantités là qui sont en jeu, ça sera toujours bien de l'avoir en plus, mais ça sera un petit plus par rapport au gros paquet qu'on a corrigé. Merci. D'autres questions ou remarques? Merci. Juste si on peut revenir sur le premier tableau impact environnementaux. Oui, c'est celui-là. Je voudrais juste comprendre, peut-être c'est dû à la surestimation de la consommation d'azote, mais pourquoi on ne voit pas une différence importante entre l'impact eutrophisation entre la luzerne et le blé, compte tenu des besoins d'azote, en engrais qu'on utilise pour le blé? Alors là, l'eutrophisation, elle est exprimée en phosphate. Alors j'avoue que j'ai dit tout à l'heure, j'étais un débutant et un ignare en ACV, donc je ne connais pas le mécanisme exact. Mais c'est vrai d'un autre côté, bon, je ne sais pas s'ils ne prennent que le phosphore ou phosphore et azote. Je pense qu'ils ne prennent que le phosphore, dans une logique d'eutrophisation des eaux de surface. Et c'est vrai qu'en termes de consommation de phosphore, luzerne, blé, c'est à peu près le même combat. Donc en fait, on va trouver... Parce que consommation, ça veut dire apport de phosphore sur les cultures, et donc potentiel lessivage ou érosion qui va se retrouver avec cours d'eau. Donc c'est comme ça que pour moi, c'est comme ça que la mécanique marche. Et la partie azote, elle va se retrouver dans un truc qui n'est pas ici, qui n'a pas été retenu, c'est l'eutrophisation marine.
Donc c'est l'azote, alors je ne parle pas des captages d'eau potable, hein. Je parle du ruissellement qui va entraîner l'azote dans les cours d'eau, qui vont se retrouver dans la mer, et puis les algues vertes que vous connaissez aussi. Donc l'azote est plus pris là-dedans pour moi. Donc et ça n'a pas été sélectionné, retenu dans Ecoalim comme, effectivement avec les histoires de Bretonne, ça pourrait, mais non, ils ont pas osé le faire. Merci. On ne tient pas compte du... Pardon, non, parce que là, en fait, ça va être des modèles qui disent la culture a besoin de tant de phosphore, on apporte tant de phosphore, et quand on apporte de phosphore, on considère qu'il y a tant de perdus par érosion, enfin, ce type de mécanisme. Alors après, c'est vrai que selon les régions, entre des régions pentues, des régions pas pentues, etc., enfin, proches, c'est un peu la même chose, mais ça reste des modèles assez globaux au niveau national.